Mon avis sur l'immigration, c'est que naturellement, par mon conditionnement personnel, médiatique, etc., et philosophique, je suis conduit à trouver qu'il y a un problème d'immigration. En fait, tout le monde est militant. Quand tu défends les opinions que tu as, quand tu défends les idées que tu as, t'es en train techniquement de les répandre. Ça, c'est un truc fondamental. Il y a beaucoup de gens qui se pensent non militants, mais en fait, que tu le veuilles ou non, oui, tout le monde est militant pour ce qu'ils défendent. Donc dans ce cas-là, tous les musulmans sont militants pour l'islam. Tous. Tous ceux qui ont une petite croix et qui disent en public qu'ils sont musulmans. Une fois, il y a quelques années, quelqu'un a essayé il a sorti un couteau, il a essayé de me prendre mon portable et je me suis cassé en courant. Heureusement, j'ai réussi à garder mon portable et de m'en sortir sans être trop blessé, on va dire. Un petit peu, mais pas trop. Il a quand même réussi à foutre le coup de couteau? Non, il m'a pas mis un coup de couteau. J'ai trébuché, je me suis cassé la gueule, je me suis relevé. Enfin, c'était pour un retour à la monarchie absolue et au féodalisme. Ça ne me dérangerait pas, voire je serais susceptible de le souhaiter. Pardon? Mais sous condition. Bon alors calmez-vous. Concernant l'immigration, vous le savez, je suis plutôt critique vis-à-vis de ce sujet. Mais récemment, je suis tombé sur un live de plus de 3 heures qui opposait Bad Mulch, un gauchiste qui milite pour que les gens votent pour la LFI, et Teddy Boy RSA, un youtubeur de droite royaliste, qui est aussi très critique vis-à-vis de l'immigration. Alors calmez-vous, je ne vais pas vous passer tout le débat. Si vous avez du temps disponible, c'est sur la chaîne de Bad Mulch. Mais j'en ai extrait quelques passages, car vraiment, à cause de ce débat, maintenant, je suis un peu perdu. Je ne sais plus trop quoi penser concernant l'immigration. Vraiment, autant les critiques et les objections du droitard Teddy Boy sont pertinentes, mais je trouve certaines réponses de Bad Mulch tout autant intéressantes. Ils ont également abordé les ultra-riches et comment faire en sorte que ces gens-là participent plus aux revenus de l'État. Et il y a même un passage dans lequel Teddy expose une idée super intéressante sur quoi faire des prisonniers en France. Vraiment, c'est super intéressant. Bref, du coup, globalement, j'ai le cul entre deux chaises avec leur connerie de débat là. Je commence presque à regretter l'époque où une partie de la gauche refusait de débattre avec ceux qu'ils considéraient comme de vilains fachos. À la belle époque. Avant, on vivait dans notre bulle de filtre, c'était agréable. Maintenant, les extrêmes arrivent à débattre sereinement et ça me fait douter sur mes certitudes et mes a priori. Mais on est où là? C'est ironique, calme-toi. Allez, je vous passe les extraits et j'apporterai à la fin quelques objections qui, il me semble, n'ont pas été traitées. Allez, c'est parti. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est plutôt régulariser toutes les personnes en situation irrégulière pour leur permettre de pouvoir avoir un emploi légal. On sait que par exemple les personnes en situation irrégulière, c'est un gros facteur de criminalité, d'accord? Si t'as un réseau de crimes organisés, tu veux exercer tes activités illégales en France, quoi de mieux pour toi que d'avoir entre 600 et 900 000 personnes apparemment selon le ministère de l'Intérieur en situation irrégulière pour pouvoir les recruter. Et c'est des gens qui peuvent pas aller à la police. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de débouchés pour vivre normalement et légalement en France, puisqu'elles doivent... Bon, attends, Voilà, donc en fait, moi, je suis pour régulariser massivement les gens en situation irrégulière, une politique d'accueil un peu plus logique, un peu plus cohérente dans l'intérêt de tous. Et surtout, le truc majeur, c'est qu'il faut lutter contre la pauvreté. La pauvreté en France, on a 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Attends, parce que ne fais pas l'intégralité de ton programme. Voilà, donc c'est pour résumer, mais je te laisse répondre à ça. Je voulais réagir un tout petit peu. Ça marche. Quels sont tes désaccords avec ça? Alors non, justement, je voulais te préciser même à mon audience, dirons-nous, et à la tienne, que j'ai regardé beaucoup de tes vidéos depuis, et alors j'ai très très peu de désaccords avec toi, je préviens. Et surtout là, dans ce que tu viens de dire, j'ai pas de désaccord. Par contre, j'ai une précision, et je vais t'expliquer, après on va parler. Mais j'ai juste une précision à te demander. Quand tu dis 90% des gens sous OQTF actuellement, donc à qui on dit de partir du territoire parce qu'ils ont plus de visa, à la base ils avaient un visa. Est-ce que c'est vrai? Parce que je ne connaissais pas ce truc, j'ai pas vu passer, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est vrai? Comment je saurais que ça serait vrai? Alors la statistique que j'ai, c'est pas les gens sous OQTF, ça c'est une sous-partie très spécifique des gens en situation irrégulière. Moi la stat que j'ai, c'est selon le ministère de l'Intérieur, entre 98 et 2002, 90% des étrangers en situation irrégulière sont entrés sur le territoire français de façon légale. Oui, ok, d'accord. Et l'illégalité de leur situation n'intervient qu'après expiration de leur droit au séjour. C'est je peux mettre... Attends, je te prends la stat. Alors, c'est sur Wikipédia. C'était juste pour voir à peu près, parce que en fait, j'étais pas au courant de ce truc et je trouve ça fascinant, en fait. Du coup, pour moi, disons que ça légitime encore plus, oui, en effet, moi qui connaissais pas ce constat, ton constat. En effet, je suis d'accord avec ton assertion. La France accueille mal ses immigrés. Et bon, alors en plus, ça serait sous-entendu qu'il y aurait que 10% d'illégaux sur le territoire
qui sont qu'on n'a pas validés au moins une fois, oui, ça qui sont arrivés illégalement. Ouais. Si on regarde les chiffres à peu près, donc s'il y a 400 000 personnes. Dedans, dans les mecs sous OQTF, il y a aussi des délinquants et c'est pour ça qu'on leur a pas renouvelé leur visa, j'imagine, tout de même. Mais bon, pour certains des illégaux qui sont sur le territoire, il y a des gens, on leur a dit bon, écoutez, il faut que vous partiez, monsieur. Nous, on peut pas accepter ce comportement. Bon, mais en effet, tu as raison, le trafic de drogue ou des trafics sont bien contents d'avoir 600 000 personnes sur le territoire de manière illégale. Et tes chiffres sont justes, je les ai vérifiés, que ça soit de gauche et de droite, on est à peu près sur ces zones-là. Ok. Eh ben, écoute, oui, j'entends ce que tu me dis. Donc, est-ce que ça veut dire que tu résumes l'idée que... Bon, alors, oui, si, après, je reviendrai sur un truc, vite fait. Donc, pour toi, l'immigration est un bénéfice pour la France. Ça, c'est la dernière citation que je voudrais vérifier parce que moi, j'ai regardé des sources et j'ai pas... Alors, je te dis un truc. J'ai trouvé des sources de droite qui disent que c'est un énorme déficit pour la France. Mais pour ma part, je fais pas confiance parce que c'est un peu biaisé. Les stats sont floues et recoupent pas mal de choses, même si, de principe, je dirais, je serais plutôt d'accord. Mais je suis quand même allé creuser et pour les sources neutres, il y en a deux types. Alors ça, je voudrais qu'on en discute vite fait avant de commencer à discuter vraiment. Il y a deux types de sources. Il y en a une qui dit que en fait, le bénéfice ou la perte est quasi nul. C'est-à-dire qu'en fait, l'immigration ne coûte pas particulièrement plus qu'elle ne rapporte. Ouais. Bon, bah, on est plutôt sur du 0,5 de plus ou de moins sur le PIB. Donc bah, là, moi, je me dis, immigration ou pas, c'est pas grave avec cette stat. Et j'en ai une deuxième qui me pose problème parce que j'arrive pas très bien à la lire. Donc je voudrais vérifier. D'accord. Parce que, en fait, oui, je la lis plusieurs fois, je crois comprendre ce qui se passe, mais j'aimerais ton opinion dessus avant de te l'imposer. Je voudrais te la proposer au débat. En gros, il est dit, selon un économiste de droite, si j'ai bien compris, que l'immigration coûte 54 milliards si on calcule, comme tu l'avais dit pendant le débat avec Geek and Fit, si on calcule la police à leur trousse et d'autres choses. Et quand il est contredit par la gauche, eux, ils en arrivent à la conclusion que ça coûte 30 milliards. Donc, et ça rapporte combien ? Comment ? Et ça rapporte combien en parallèle ? Eh ben, je sais pas, justement. C'est pour ça que je la trouve illisible, cette stat, parce que quand la gauche contredit, je vais te la retrouver, hein. Quand la gauche contredit ces fameux 54 milliards, que TF1 et CNews mettent en avant à fond la caisse, elle dit non, ça coûte pas 54 milliards, ça coûte 30 milliards. Mais elle met pas pour autant, j'ai l'impression, dans la balance que ça pourrait rapporter. Donc, je voudrais ton aide un peu là-dessus. Ouais, alors, bon, moi, je sais pas trop ce que dit la gauche, hein, n'étant pas moi-même de gauche, je sais pas trop comment eux, ils argumentent là-dessus, mais oui, voilà. Moi, je regarde l'article Wikipédia sur l'immigration en France, et je vois... Bon, après, on va rentrer dans le débat, les mecs. C'est juste pour dès le départ, je voudrais d'abord qu'on parle des deux trucs principaux, parce que, sincèrement, l'argument où tu dis que l'immigration est un énorme bénéfice pour la France, moi, en cherchant, j'ai juste trouvé c'est neutre. J'ai pas trouvé c'est un énorme bénéfice. Tu comprends ? Ouais, alors... Après, pour ce débat, on peut à la limite partir sur le présupposé que c'est soit un bénéfice économiquement, parce que je rappelle un peu la logique fondamentale pour les gens qui écoutent. C'est des gens qui sont nés dans d'autres pays, qui ont été éduqués, qui ont passé leur enfance dans un autre pays, et donc quand les gens sont des enfants, sont en train d'être éduqués, d'être soutenus financièrement par leur famille, par leurs parents, etc., ils sont beaucoup plus un coût. Si on raisonne juste on se raisonne comme des gros néolibéraux bizarres, on regarde juste le côté argent et tout du truc. En fait, on se rend compte que c'est dans cette phase-là de la vie que tu es entre guillemets un coût pour la société et que tu n'es pas en train de contribuer positivement, par exemple aux finances publiques ou à l'économie ou je ne sais quoi. Et donc c'est avec ce facteur-là qui fait qu'en fait, quand les gens viennent en France, ils ont la phase où ils ont été plutôt un coût, ça a été soutenu par leur famille, leur entourage et le pays de naissance. Et maintenant, en fait, qui sont majeurs et tout et qui vivent en France, ils vont plutôt... Enfin, voilà, bref, c'est en moyenne, c'est des gens qui ont plus passé d'enfance dans un autre endroit et donc ils vont rapporter. Donc la stat que tu es en train de dire, 36 milliards, enfin ça dépend, on peut prendre quelques dizaines de milliards, disons, de coûts aux finances publiques, entre guillemets. Je sais pas pourquoi je la retrouve pas dans mes fiches, mais de toute façon, il suffit de taper... je vois la stat que tu as mis sur Wikipédia, il y a écrit... Il y a une estimation, soi-disant, 36 milliards d'euros par an, etc. En fait, ces trucs-là, ils regardent le coût, ça peut être pour des prestations sociales, ça peut être pour
divers services publics qui sont utilisés par tout le monde qui vit en France, donc aussi par des gens qui sont pas nés en France, qui sont immigrés. Derrière, les gens qui vivent en France, de toute façon, vont contribuer, par exemple, aux finances publiques françaises ou à l'économie française. Juste un exemple très basique de ça, c'est si tu vis en France, tu achètes forcément ta nourriture en France, tu vas consommer des biens et des services en France et tu payes de la TVA là-dessus. Voilà, Or, la TVA, c'est littéralement 40-50% des revenus de l'État aujourd'hui. C'est le plus gros impôt sur les Français, de très loin. Non, c'est pas 40-50. J'ai regardé pour vérifier, parce que c'est pareil, c'est un de tes arguments réguliers. C'est combien? Non, c'est pas grave, parce qu'en fait, le principal... Et tout ça pour dire que... Oui. Je sais que c'est bon, si tu peux me dire c'est pas 40-50%. Oui. Mais en tout cas, il y a de la contribution. Et quand on regarde en net... Comme tu dis, soit c'est neutre, ça dépend des chiffres et tout, soit c'est neutre, ça veut dire le coût, entre guillemets, pour les finances publiques est à peu près égal à ce que ça rapporte. Et c'est logique, puisqu'en fait, c'est des gens qui arrivent, qui sont des travailleurs, qui contribuent au système économique, qui consomment. Comme ils sont que 20%. Et dans certains cas, c'est légèrement positif pour les finances publiques, mais globalement, c'est pas un problème. En tout cas, on est d'accord là-dessus. L'idée, en effet, en regardant, donc, tout me conduit à être plutôt d'accord avec toi sur les statistiques officielles. Si on reste dans le cadre des statistiques officielles, il n'y aurait que 20% des immigrés qui sont au chômage ou en inactivité. Et même ces 20%, en payant des choses sur le territoire français, ils payent une TVA, donc ils contribuent malgré tout. C'est quoi ton avis sur l'immigration? Est-ce que tu es plutôt anti-immigration? Est-ce que tu as un souci particulier posé par l'immigration aujourd'hui en France ou pas? Alors, mon avis sur l'immigration, c'est que naturellement, par mon conditionnement personnel, médiatique, etc., et philosophique, je suis conduit à trouver qu'il y a un problème d'immigration. Donc ça, je peux le détailler. C'est-à-dire que... Mais rationnellement, est-ce que tu as des... Non, purement émotionnellement. C'est-à-dire que émotionnellement, par mon vécu, ou par les lectures que j'ai faites, ou le bain politique dans lequel j'ai navigué, je suis naturellement conduit à écouter mes émotions et mes tripes, et à faire de l'immigration un problème à résoudre. Voilà. Mais ma tête et mon cerveau me disent que je m'en fous. Je m'en fous parce qu'au quotidien, personnellement, je ne le subis pas, ou en tout cas pas suffisamment pour que j'en fasse un credo ultime et que j'en fasse un combat. Et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de combat contre l'immigration, ni sur ma chaîne YouTube, ni dans ma vie. Ça n'a jamais été une priorité. Voilà, donc ça, c'est mon avis. C'est très intéressant. Donc en fait, tu es un peu en train... En fait, tu te rends compte du coup que tu as des gros biais... énorme et émotionnel sur ce sujet-là, et en fait tu te rends compte petit à petit qu'en fait il n'y a pas vraiment de vraies raisons. Les gens qui ont des a priori négatifs sur l'immigration, probablement que petit 1, ils ont eu une mauvaise expérience avec des gens issus de l'immigration, ou des étrangers, ou pas des... Non mais attends, ou des racisés comme tu dis. Petit 2, des racisés probablement qui baignent... Attends, 2 secondes, juste deuxième. Ils baignent réellement dans une sorte de brainwashing médiatique de droite et d'extrême droite. Voilà, les deux mamelles. Il y en a une sur laquelle tu peux être d'accord, c'est-à-dire que moi je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il y a un brainwashing d'extrême droite sur les personnes qui ne consomment que du contenu d'extrême droite et qui renforcent en fait leur a priori. Et le deuxième point où tu peux ne pas être d'accord, c'est que potentiellement les gens ont... Je ne sais pas s'ils ont raison, mais émotionnellement ils ont dû vivre des choses pas très agréable avec ce qu'ils estiment être issu de l'immigration. Malheureusement pour mes spectateurs de droite, on va dire ça comme ça, qui s'attendraient à ce que je nique un gauchiste, je ne vais pas niquer un gauchiste ce soir, désolé, à mon avis. Du coup, je me demande en fait, est-ce qu'on a vraiment des points de désaccord sur l'immigration? Parce que moi, je m'attendais pas tant que ça. À ce que tu sois pas d'accord avec moi. Je te le dis, pas tant que ça. Après, le truc, c'est que je suis sensible quand un mec de droite affirme que l'immigration est majoritaire dans la délinquance. C'est-à-dire que je suis sensible à cette affirmation. Quand je la creuse... C'est une vraie statistique, mais pourquoi c'est le cas? Pourquoi je suis sensible? Non, pourquoi est-ce que, genre, par exemple, les étrangers sont surreprésentés dans la délinquance? Ben voilà. Le truc, c'est que je suis sensible à ça. Donc, à partir de là, j'ai tendance, puisque la droite affirme plus ça, à écouter la droite. Par contre, l'explication qu'ils en font ou les réponses... des fois me paraissent complètement vagues et inutiles. Donc, en ce moment, surtout en ce moment, j'écoute énormément la gauche. C'est d'ailleurs pour ça que je suis tombé sur ton contenu, etc. Pour voir si vous avez si la gauche a des propositions, les gens qui se présentent comme de gauche, ont des propositions plus intéressantes. J'ai eu des amis de gauche, j'ai moi-même voté, quand j'étais jeune, pour l'extrême gauche, 2 fois.
une fois pour, je sais plus, pas l'équivalent de Poutou, là, le NPA une fois, mais c'était pas Poutou, et puis une fois pour Mélenchon. Puis après, je suis passé sur Le Pen. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis pas sûr de voter Le Pen. D'accord. À chaque élection, je remets en jeu. Donc à chaque élection, je regarde les programmes. Et là, en ce moment, j'en sais rien. Je sais pas d'ailleurs si les programmes sont là, je verrai au moment venu. Donc là, je me repose des questions, et comme à droite, je n'y trouve pas mon compte, pour le moment, eh ben, je vais écouter un peu la gauche. Et je me rappelle, par exemple, d'une conversation que j'avais eue avec un mec de la LFI, qui s'est modéré, lui, il était de la LFI, puis il s'est modéré, et qui avait une association de défense pour les prisonniers, enfin, tu sais, pour les bonnes conditions des prisonniers. Ouais. Et il m'avait expliqué que, très patiemment, hein, à l'époque où j'étais sur YouTube, et puis que j'étais affirmé extrême droite, que, en fait, moi, j'avais une croyance que, en fait, la sécurité, on pouvait l'obtenir que par l'oppression ou tu vois, le bâton, je sais plus comment on appelle ça, Ouais. alors qu'en fait, il fallait du social. Être sévère ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Alors qu'il fallait du social. Et puis ça m'a rappelé à des vieilles croyances que j'avais. Quand j'étais jeune. Ah, c'est l'éducation. Il faudrait plus d'argent, plus d'éducation. Alors je me suis laissé emporter dans cette conversion avec lui. Et puis, bah oui, en effet. En effet, quand tu prends un mec qui n'a pas les moyens sur le territoire et qui ne parle pas bien français, tout est mis en place pour qu'il sombre dans la délinquance plus facilement. En effet, d'accord là-dessus. Si tu enlèves le régime des retraites ou les aides sociales, tu as plus de chances d'avoir Breaking Bad, c'est-à-dire un père de famille qui va se mettre à dealer, même blanc, hein, je veux dire, qui va se mettre à dealer pour payer les études de son fils et sa retraite. Donc oui. Pour ça, cette mécanique-là... Bon, bah je pense qu'on est d'accord, en fait. Mais on est aussi d'accord sur le fait que la délinquance est plus surreprésentée en France. Donc ça veut dire que les gens qui ont des a priori négatifs sur l'immigration, je les comprends aussi. Parce que... Alors, attention. L'immigration n'est responsable que de 20%, semble-t-il, de la délinquance en France. Enfin, de la délinquance, des meurtres, etc., tout confondu. Hein, Quand tu dis l'immigration est responsable, tu peux préciser parce que je comprends pas trop ce que ça veut dire. Alors, il semblerait... Est-ce que tu comptes juste les personnes qui sont immigrées, les seconde génération, enfin comment tu... Non, première, c'est les mecs qui sont là sur le territoire, je crois que c'est même les étrangers en fait. Les étrangers d'accord. Okay. De 20% des délits. Les étrangers donc. Oui, alors qu'ils représentent, je sais plus, genre 9% des gens qui habitent en France actuellement, un truc comme ça, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est disproportionné. Bon. Écoute, donc je comprends que dans ces circonstances, des gens puissent en avoir ras-le-bol et donc écouter leur ventre et vraiment penser que la priorité, c'est l'immigration. Mais comme on a vu sur le plan, enfin, on l'a peut-être pas vu sur le plan statistique, mais je suis allé regarder, sur le plan de l'économie, probablement que ça ne pèse pas tant que ça. Donc c'est peut-être pas une priorité. Tu reconnais pas la valeur de l'ethnie puisque déjà t'es pas raciste et en plus tu penses qu'on est tous métissés, etc. Enfin, on est tous d'origine non France. Mais c'est vrai que pour la droite, pour l'extrême droite, ils aimeraient avoir des stats ethniques. Mais après, là, pareil, je vais dans ton sens. Ils veulent des stats ethniques parce qu'en fait, ils veulent mettre le truc sur le dos de l'ethnie des autres. Bon, voilà. Après, ce que je comprends, moi je comprends pas la droite quand ils font ça, parce que par exemple aux US, il y a beaucoup plus de... Alors juste, je veux préciser un truc, techniquement, les statistiques ethniques sont pas complètement interdites en France, hein, parce que il y a des pouvoirs publics qui ont le droit de faire des statistiques ethniques quand c'est pour la raison de lutter contre des discriminations. Donc tu peux avoir par exemple des études, des testings qui sont faits dans les grandes entreprises où ils envoient un grand nombre de CV, où ils modifient juste la photo de la personne et le nom-prénom pour voir est-ce qu'il y a du racisme systémique dans les entreprises, est-ce que les gens sont discriminés à l'embauche. Et donc là, ils ont le droit de faire des statistiques. Enfin bref, c'est pas complètement interdit, il y a des études qui existent. Après, le truc, c'est qu'en fait, je comprends pas pourquoi la droite veut ça, parce qu'aux US, par exemple, c'est autorisé dans beaucoup plus de cas, et donc eux, ils ont un sorte de truc où littéralement, ils te demandent sur des formulaires régulièrement de cocher quelle race tu te considères. Enfin bon, c'est un concept, hein. Et du coup, là-bas, il y en a beaucoup plus. Or, l'extrême droite a toujours tort, en fait, même avec les statistiques. Ça veut dire, aux US, ils ont la stat comme quoi 13% des personnes racisées noires commettent, je sais pas, 40% des crimes ou je sais pas quoi. Bon, après, bien sûr, il y a plein de biais. La police, elle est raciste. Les institutions, la justice, il y a des... Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais... Et donc, en fait, ils ont ces stats-là. Et donc... En fait, finalement, c'est exactement pareil que la situation en France, où on a la statistique comme quoi les personnes étrangères qui vivent en France, c'est 9%, alors que c'est 20% dans les stats de criminalité ou je sais pas quoi. Et en fait, à chaque fois, c'est
ok, on a ce constat sur le monde, et comment est-ce qu'on l'interprète? Comment est-ce qu'on fait en sorte de réduire la criminalité, de réduire la violence, de lutter contre les problèmes qui affectent réellement la vie des gens et rendent les gens malheureux? Je comprends. Mais du et coup, donc, je vois, ça va pas vous aider, même, enfin, voilà, pour les gens d'extrême droite, ça va pas vous aider d'avoir plus de stats là-dessus, parce que de toute façon, vous aurez toujours tort, parce que vous proposez des solutions qui marchent pas et qui augmentent l'insécurité. Je suis complètement d'accord. Je comprends que toi, tu soulèves le fait qu'en votant Le Pen, par exemple, on sort pas du régime capitaliste. Donc, si on sort pas du régime capitaliste, on continue à subir les déchets du capitalisme, c'est-à-dire ces problèmes, quoi, les rouages qui sont bloqués, etc. Bon, je suis complètement d'accord avec ce genre d'assertion. Une fois, il y a quelques années, quelqu'un a essayé il a sorti un couteau, il a essayé de me prendre mon portable et je me suis cassé en courant. Heureusement, j'ai réussi à garder mon portable et de m'en sortir sans être trop blessé, on va dire. Un petit peu, mais pas trop. Il a quand même réussi à foutre le coup de couteau? Non, il m'a pas mis un coup de couteau. J'ai trébuché, je me suis cassé la gueule, je me suis relevé. Enfin, c'était. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ma part, pour avoir pas mal réfléchi à ça, j'ai des idées utopistes que je ne retrouve pas encore pour l'instant dans les partis. Donc c'est pour ça que je vote un peu par défaut. Bon, bah mon idée utopiste, ça serait que le mec travaille de manière forcée. Pour le forcer à travailler, on avait réfléchi avec des potes. Au final, ça peut être la récompense, c'est-à-dire qu'en fait, bah, lui, s'il travaille pas, en fait, il mange du pain sec, on va dire grossièrement. Si l'autre travaille, il a une PS5 et il est tranquille. Non mais, franchement, je suis pas forcément en désaccord. Non mais, et justement, le problème, c'est que si on agit de cette manière-là, après, il faut jamais avoir par travail, tu vois. Sur un prisonnier, les victimes ne seraient pas d'accord à l'idée que le mec travaille, mais par contre, il n'est pas payé. Hein. Moi, je rappelle, tout l'argent, tout le budget qu'il génère serait investi dans les retraites, les aides sociales, etc. C'est-à-dire que plus tu as de meurtriers, plus tu as de financement public. Tu vois, ça, c'est clair et net. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de penser le problème comme étant il y a de plus en plus de délinquants, donc il faut les virer ou il faut les stopper, je me dis, OK, il y a de plus en plus de délinquants, donc il y a du fric à se faire. C'est-à-dire qu'en renversant complètement, en disant, tu veux sombrer dans la délinquance, très bien. Attention, si on t'attrape, tu vas nous rapporter du pognon. Et quand tu seras sorti, tu auras tellement rapporté de pognon que les gens seront bien obligés de dire, bon, bah, il a été utile pour la société. Par exemple, je donne juste un exemple. Ouais. On est dans le rêve. On est dans le rêve absolu. Je sais pas, moi, ça me donne des grosses vibes de goulag quand même, un peu. Enfin, c'est une sorte de... Ça, complètement. Mais sans forcément exercer une violence physique. Je sais pas, genre t'es en train de dire en gros il va être dans des conditions horribles s'il accepte pas de travailler, quoi. C'est super violent. Non, mais tu fais pas horrible. Il n'y a pas besoin de ça dans la psychologie humaine. Un bon pain sec. Non, mais un bon pain. Donc en gros, t'es en train de dire donc t'as des conditions qui respectent le minimum décent pour les conditions de vie des humains. Voilà. Donc tu nourris, tu loges, enfin tu as les toilettes avec tu peux chier sans que tout le monde te regarde. Okay, ouais, donc il y a pas de torture ou d'humiliation ou de confinement où tu es tout seul pendant une semaine ou je sais pas quoi. Tu bosses pas. C'est-à-dire si tu es dans le refus de travailler, dès que tu travailles comme on te le demande, tu passes dans une catégorie où tu as plus de place et tu as plus de loisirs, quoi. Quand tu donc en gros, donc c'est pas du tout du travail forcé, tu es juste incité à faire une telle ou telle, tu es en prison et tu es incité à faire telle ou telle activité pour la communauté, quoi. Avec du bonus si tu le fais. Ça, ouais, moi j'appelle pas vraiment ça du travail forcé. Attention, je parle bien, c'est du pur fantasme. Mais c'est la seule en me triturant le cerveau. Je pense que déjà dans certaines prisons en France, ça ressemble à ça déjà. Hein. Mais tout est possible en fait, j'ai envie de dire, tu vois. À partir du moment où on sort les doigts du cul sur ces questions. Mais tu vois bien que là, dans l'opinion publique, il y a un conflit, c'est-à-dire que un mec qui arrive. En tout cas, la santé mentale. En tout cas, il faut prendre en charge des gens qui souffrent et qui ont une santé mentale désastreuse. Souvent, c'est le cas quand même pour des criminels, pour des délinquants qui font de la prison. Ils ont fait des trucs, ils sont pas dans des super endroits mentalement, quoi. Que ce soit mon projet ou les tiens, c'est du pur idéalisme. C'est-à-dire que je ne vois pas un seul candidat arriver devant les Français et dire ça vous dit ce fantasme, même s'il est budgétisé, en fait, les gens vont penser que c'est du fantasme. C'est beaucoup trop loin. Je pense pas, hein. Pour la société. Puisque les gens veulent de la pénibilité et de la souffrance. Aujourd'hui en France, les gens se rendent pas compte de ça, mais aujourd'hui en France, les impôts sont pas du tout progressifs. Ça veut dire d'accord, les personnes les plus pauvres dans le pays vont un peu en proportion payer un peu moins d'impôts que les gens qui sont plutôt vers le milieu en termes de revenus. Mais dès que tu arrives dans les top 10%, en fait, dans les top 5% des gens les plus riches, en proportion de ce qu'ils ont, en proportion de leur revenu et de leur patrimoine,
les plus riches, ils payent moins d'impôts. C'est incroyable, c'est un truc lunaire. Et moi, intuitivement, j'ai pas l'impression que c'est l'impôt. En plus, l'impôt, c'est pas le revenu majoritaire de l'État. Hein. Si, c'est le... Parce qu'en fait, ok, ouais, c'est un autre point que tu as fait, tu as parlé de la dette qui est un revenu de l'État. En fait, du coup, ce que fait l'État emprunte et s'endette sur les marchés financiers, émet des obligations, etc. Et rembourse cette dette aussi en continu. Le vrai problème avec ce truc-là que l'État s'endette, à mon avis, c'est qu'il y a une charge de la dette. C'est-à-dire que comme ils doivent rembourser des intérêts, vu qu'ils empruntent à des acteurs privés, les acteurs privés vont pas leur prêter s'il n'y a pas une contrepartie. Et donc c'est ça le coût. Et ça, c'est un coût au budget. Mais par contre, oui, l'État s'endette et fait rouler sa dette tous les ans et tout. Et rembourse comme ça, genre ils réempruntent 50 milliards, ils remboursent 50 milliards dans l'année. Je sais plus, les chiffres sont peut-être pas bons, mais c'est ces ordres de grandeur-là. Mais en fait, il y a un truc fondamental avec cette dette-là, c'est qu'en fait, si on voulait, on pourrait juste créer l'argent et la détruire de la même façon que les banques privées aujourd'hui créent et détruisent l'argent sur les comptes des gens. Cette création, ce circuit monétaire, il pourrait être public en fait. Et c'était le cas d'ailleurs pendant longtemps en France et ça marchait très bien. Ça s'appelait le circuit du trésor. Et en effet, proportionnellement, les plus pauvres, par la TVA, proportionnellement, ils se font taper plus dur que... Ah ouais, non mais c'est une arnaque totale. Hein. La droite essaye tout le temps de faire croire, genre, ah oui, mais les riches sont déjà aujourd'hui assommés d'impôts et les pauvres ne payent pas d'impôts. Ils mentent complètement parce qu'ils prennent que l'impôt sur le revenu qui est genre 12% des revenus de l'État ou un truc comme ça. Donc, grosse arnaque là-dessus. Donc en fait, tu peux rendre l'impôt beaucoup plus progressif. Et d'ailleurs, c'est dans le programme de l'Avenir en commun de la France Insoumise et de la NUPES. C'est ce qu'ils proposent, hein, de dire on taxe plus les riches en proportion, parce qu'en fait c'est logique, et même c'est dans notre constitution déjà. Hein. C'est pas déjà l'un des sujets de Le Pen aussi, cette question de l'impôt. Le Pen veut supprimer... Elle parle beaucoup. Parce que quand on a vu Zemmour... Ouais, mais elle ment, Le Pen, parce qu'elle veut supprimer l'ISF. La part de l'ISF qui reste... Ah oui, mais c'est pour convaincre les mecs de revenir, là, c'est ça? Bah, en fait, Le Pen veut littéralement enlever l'impôt de solidarité sur la fortune, la part de l'impôt de solidarité sur la fortune qui est encore en vigueur, parce que Macron a enlevé la partie sur les biens immobiliers. Mais sur les biens immobiliers, Le Pen, elle dit non, il faut enlever... Genre, allez lire le programme de 2022 de Le Pen, hein, c'est noir sur blanc dedans. Elle veut enlever l'impôt pour les plus riches, quoi. Pour les riches multipropriétaires qui possèdent plein de logements et qui exploitent des locataires. Mais l'ISF, ça commence très tôt. Je crois que dès ton deuxième titre de propriété, t'es imposé sur l'ISF, il me semble. Enfin, l'ISF, ça commence très tôt, je veux dire. Non, ça commence pas très tôt. Il y a genre... L'ISF, alors, attends, ça dépend si tu parles avant Macron ou après Macron, mais... Je pense en vigueur actuellement, c'est genre il faut que tu aies au-dessus de 1,5 million de patrimoine sans compter ta résidence principale. Donc il y a très peu de gens qui payent. Hein. Le truc, c'est que moi j'ai quand même ce sentiment. Mais juste pour répondre sur le truc de ce que propose l'extrême droite, Le Pen, tous les trucs qui vont dans le sens des intérêts des 1% des plus riches, elle est favorable à ça. Elle est favorable à maintenir le CICE et toutes les politiques de niche fiscale pour les grosses boîtes. Elle est défavorable à augmenter le SMIC. Ils ont voté contre à l'Assemblée. Défavorable à bloquer les prix pour limiter les marges de fou que se font les grosses multinationales. Enfin, je veux dire, c'est une politique complètement dans le sens des plus riches, dans le sens des capitalistes. Et il n'y a rien qui est défendable dans cette politique-là économiquement. Je ne peux pas te suivre en disant elle est favorable à tout, mais de manière générale, oui, il y a une tendance à être un peu favorable. Et ils sont d'accord avec Macron surtout là-dessus. Hein. Sur le plan économique, il n'y a aucune volonté réelle de sortir les gens de la pauvreté. Bon, si les gens y ont des exemples contraires et peuvent prouver l'inverse, ils le feront sûrement en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, franchement, la France, c'est quand même 70% d'impôts pour les riches. Enfin, je veux dire, dès que tu passes la barre de 6 000 euros par mois, je crois que tu passes à 60-70%. Hein. Tu parles de quel impôt ? Général, c'est-à-dire que soit avec ton impôt sur ta société, plus ton impôt personnel, plus la TVA, si tu es dans les environs de 6 à 10 000 euros par mois, tu as 60% de ton revenu ou 70% qui part. Ce qui font... On avait eu une vidéo complètement dingue à la télé où tu avais un Américain, là, un acteur noir, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Will Smith, qui s'étonnait d'entendre parler de 60 ou 70% d'impôts, alors qu'a priori aux États-Unis, c'est plafonné à 30% pour les millionnaires, quoi, en gros. Est-ce que ça suffirait pas alors enfin, en fait, la réalité, c'est qu'en France, les gens les plus riches sont ceux qui payent les moins d'impôts, parce qu'ils ont les moyens de faire de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale.
Oui, les gens qui sont vraiment, vraiment riches, je te parle du top 1%, quoi. Moi, je pense qu'il y a un intérêt politique quand même à mentionner la situation des milliardaires. Alors, bien sûr, les milliardaires, je pense qu'il y a 33 personnes en France qui sont techniquement milliardaires, donc ça représente très peu de gens. Mais en fait, c'est pas juste les milliardaires. Tu as toute une classe de gens. Les milliardaires, c'est genre... Enfin, souvent, les gens ne se rendent pas compte de la différence entre une personne qui a 1 million de patrimoine et 1 milliard. Il y a un facteur 1000, hein, c'est fou, mais il y a des gens qui ont 100 millions de patrimoine, il y a des gens qui ont 10 millions, enfin bref, il y a plein d'échelles de richesse extrême, on va dire. Mais en fait, le vrai problème, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est les dividendes, en fait. Le vrai problème, c'est des entreprises, notamment des immenses entreprises qui ont des milliers et des milliers de travailleurs, qui fonctionne sur la valeur créée par ces travailleurs-là et qui donne une partie à toute la classe des gens qui détiennent la propriété de ces grosses entreprises. Si je me souviens bien, ces dernières années, les dividendes par an en France, ça tourne autour de 90 milliards ou un truc comme ça. Mais on ne se rend pas compte de ce que c'est les dividendes. C'est de l'argent qui est juste donné à des gens qui ne travaillent pas. Genre là, si tu veux parler d'assistanat, là, on est sur du vrai assistanat, d'accord? C'est des gens, dans la plupart des cas, c'est des gens qui héritent de portefeuilles d'actions de leur famille ou de logements, tu vois. Ça peut être ça aussi, la propriété lucrative. Mais si on parle des entreprises, c'est des actions. Et des gens, ils se sont enrichis et ils investissent dans les actions. Ils travaillent pas. Ça veut dire que eux, tous les mois, il y a des gens dans ce pays, ils se lèvent le matin, ils font ce qu'ils veulent dans leur journée, ils font tout ce qu'ils veulent dans leur mois, ils vont voyager, ils vont voir leurs potes, ils s'amusent. Ils ont la liberté totale sur leur vie. À la fin du mois, ils ont 10 000 euros qui arrivent sur leur compte en banque. Le fait d'agiter à droite l'immigration a un impact positif sur le fait de voter à droite. Et donc, la gauche comprend que ça soit utile, mais c'est assez déplorable, je pense. Le fait d'agiter les milliardaires comme un épouvantail, c'est déplorable. Ça fonctionne, ça fait voter. Mais pas pour les bonnes raisons, c'est pas intelligent, ça appelle au ventre. En fait, c'est le prolo, enfin le mec qui se croit prolo, puis il est énervé parce qu'il y a des mecs qui sont milliardaires. Donc en fait, ça ouais, mais attends, je t'arrête aussi, parce que c'est pas du tout équivalent. Ça veut dire que agiter les peurs des gens en disant regardez, l'immigration va faire exploser l'insécurité, on est envahi par des hordes de barbares qui vont vous massacrer, etc. Tout ça, c'est faux. On joue sur les peurs des gens, on joue sur bien sûr des émotions, etc. Mais c'est pour dire un truc qui est pas en train d'arriver, c'est pour dire un truc qui est faux, c'est des peurs. Si tu regardes la différence entre la perception, tu fais des sondages, tu demandes aux gens, vous percevez qu'il y a quel pourcentage d'immigrés en France ou de personnes non blanches et vous percevez comment l'insécurité, etc. Les perceptions sont hyper éloignées de la réalité. Totalement. Or, quand tu regardes sur le capitalisme, comment les gens jugent la différence de pouvoir économique, les inégalités économiques, la pauvreté, comment est-ce qu'ils jugent, etc. Les gens sont beaucoup plus biaisés contre la réalité. Les gens sous-estiment les inégalités. Les gens, en fait, le capitalisme, c'est un vrai problème. C'est un truc qui existe réellement, contraire à contrairement au grand remplacement et à l'immigration qui va causer la chute de la France, tu vois. C'est un point de vue, c'est entendable, mais attends, 2 secondes, parce que moi, je peux te faire la démonstration que ça a un impact négatif. Moi, j'ai aucun problème avec la rhétorique de la gauche sur les milliardaires, hein, personnellement. Hein. Voilà, ok, bah, je peux te faire une petite démonstration et après, si tu m'autorises, on va réfléchir à si on fait une pause pipi ou si on arrête le live. Mais regarde, je peux te faire une pause pipi bientôt. En vrai, ça fait 3 heures qu'on discute, mais c'est intéressant. Ouais, je m'en suis rendu compte en regardant l'heure parce que je commençais à avoir envie de pisser. Ça fait 2 heures en fait, 2h15. Bon, je te fais la démonstration que, selon moi, j'ai l'impression, je suis pas encore très sûr, mais agiter l'épouvantail du milliardaire par la gauche est nocive, par exemple pour moi. Quand j'ai commencé à être mais attends, sur moi, parce qu'au moins je le sais, tu vois, après, et sur beaucoup d'autres gens. Quand on a tenté de vendre un livre, non mais, on nous a dit « Ah, ça y est, Teddy, il essaye encore de vendre un produit. » Qui a dit ça? À droite, des gens, des spectateurs, et à gauche aussi. C'est des choses qu'on retrouve à gauche aussi, puisque régulièrement, quand un youtubeur de gauche ou un mec qui fait quelque chose, une publicité ou n'importe quoi, on dit « Ah, ils essayent encore de vendre. Ah, ils essayent encore d'être riches. » Il y a dans la population française une crainte de l'arnaque permanente, comme si la richesse de l'autre était une violence. Comme si elle était dangereuse pour eux. Ils sont méfiants du succès des autres. Non, mais c'est pas du tout la même critique
Enfin, cette critique un peu bête des gens qui vendent des trucs et essayent de gagner de l'argent, moi je trouve bête cette critique. Hein. Mais c'est pas du tout cette critique-là qui est faite sur les milliardaires. C'est-à-dire que les milliardaires sont pas en train de créer des choses et de les vendre, ils sont en train d'exploiter des milliers de travailleurs. Je crois et leur voler de l'argent. Même que ça amplifie. C'est-à-dire que plus les Français sont convaincus par Mélenchon, par exemple, que les milliardaires sont des salopards en puissance. Ouais. Comme je te dis, intuitivement, je pense que plus Mélenchon agite l'épouvantail des milliardaires, plus les gens sont méfiants des gens riches et ils interprètent comme riche la personne la plus riche autour d'eux. Donc, par exemple, s'ils apprennent que leur boulanger a 2 boulangeries, ils vont peut-être moins l'aimer que si c'est un petit artisan bien sympa. C'est une mécanique mentale qu'on trouve en France, qu'on trouve sûrement pas aux États-Unis. C'est qu'en France, on n'aime pas. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Je sais pas, les milliardaires sont littéralement en train de voler de l'argent. Genre, tous les. L'accroissement de leur capital d'année en année, à quel moment il est légitime? À quel moment c'est légitime que quelqu'un qui a déjà 50 milliards de capital, l'année d'après, il a 70 milliards, donc il a fait plus de 20 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'année? Est-ce qu'il a, lui, produit cette richesse? Est-ce que non? Évidemment que non. Évidemment que c'est de l'enrichissement qui vient, en fait, du travail d'autrui. C'est de la rente. Je ne sais pas, et je pourrais me laisser séduire par ces idées-là sans problème. Bah, ça vient d'où? Ça vient d'où? Comment Bernard Arnault, il fait x2 sa fortune dans les 3 dernières années, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour générer 50 milliards d'euros? Vas-y. Un pur capitaliste libéral qui veut défendre un milliardaire te dirait que c'est par ses choix stratégiques qu'il a. Sauf qu'en fait, ça se trouve, dans l'année, il a fait aucun choix stratégique. C'est juste son conseiller, donc en fait, il n'a pas bossé. C'est possible. Je voudrais juste résumer pour mon audience, parce que ma pauvre audience, bon, mes abonnés, enfin ma communauté comme on peut l'appeler, c'est mes abonnés payants sur Patreon. On les appelle les meilleurs et ils sont constitués en fait de plein de gens de plein d'origines de politique. En fait, il y en a qui votent de tout type de parti. Majoritairement, alors je pourrais dire majoritairement, c'est des souverainistes, je crois. C'est-à-dire, tu sais, les mecs qui sont contre l'Europe, quoi, en gros. Mais enfin, c'est pas l'essentiel. Il y a vraiment de tout. Et en ayant de tout, c'est vrai que moi, au quotidien, depuis 2 ans qu'on travaille quasiment que sur Patreon, on est en contact avec tout. Alors déjà, ça fait des années que j'ai des radios libres, donc j'écoute de tout le monde depuis des années. J'avais invité Dorian Chandelier, pote d'Uzul, etc. Est-ce qu'on peut finir sur le capitalisme ou... Enfin, je suis désolé de... Attends, justement, je finis. Ouais. Et donc, je voulais dire, oui, pour mon audience, celle qui vient de l'extrême droite, qui serait venue par Twitter, ça n'est pas spectaculaire. Ce que j'ai à dire, c'est même plutôt de gauche. Je suis désolé les mecs, c'est comme ça. Moi, j'ai plusieurs axes pour, entre guillemets, démarrer une sortie du capitalisme. Déjà, je veux qu'on favorise les coopératives, les entreprises qui sont sous forme de SCOP. Et ça existe déjà en France aujourd'hui. C'est pas un truc qui est complètement nouveau. Ça fait des décennies que ça existe. Ces entreprises-là, elles ont du mal à se développer, malgré le fait qu'elles ont quand même des performances économiques et des résultats en fait bien meilleurs que les entreprises capitalistes traditionnelles. Hein. Je pourrais te sortir des études et des stats là-dessus, ça fonctionne très très bien comme structure. Donc ça, c'est les scopes. Et je pense qu'en fait, il faudrait une politique où on favorise, même en faisant tu vois, des baisses d'impôts, enfin des politiques incitatives, pour que ces entreprises-là soient favorisées sur le marché, pour qu'un max de gens... Moi, je me souviens, quand je suis sorti de mes études supérieures, je me suis renseigné, j'ai découvert ce type d'entreprise-là. Donc, la spécificité des scopes, c'est que légalement, c'est possédé par les travailleurs dans un certain pourcentage, je crois que c'est 60% minimum. Tous les mecs qui y travaillent sont actionnaires et donc ils sont décisionnaires. Voilà. Les travailleurs sont des actionnaires, sont des associés. Même la secrétaire, même le balayeur, etc. Exactement. Exactement. Et en fait, ça conduit à littéralement des meilleures prises de décision. Enfin, on se rend compte que de la même façon que dans un pays, passer d'un truc autoritaire avec une personne ou un petit groupe qui décide tout à une démocratie, bah en fait, tu prends des décisions plus rationnelles, plus dans l'intérêt de l'entreprise. Donc bref, les études montrent qu'en fait, elles survivent plus longtemps. Hein. Les startups en France qui sont démarrées sous forme de SCOP survivent plus longtemps que sur le marché en moyenne que les entreprises capitalistes, ce qui est quand même marrant. D'ailleurs, les banques devraient plus investir dedans. Il y a une sorte de... Comme c'est des formes d'entreprises méconnues, parce que c'est vraiment un très faible pourcentage. Genre Après, il faudrait vérifier quand ça prend en ampleur, en énorme structure, si ça commence pas à déconner, parce que j'imagine un mec qui est le balayeur en dessous de 1 million d'employés, enfin, tu sais, même si c'est pas pyramidal, comme il va avoir peut-être la flemme de prendre des décisions trop complexes et qu'on peut pas réunir 1 million de personnes dans un seul endroit.
Bon, peut-être avec les IA aussi, on pourrait se démerder. Genre, non, mais on développe à ce point-là parce que je suis d'accord, c'est une question légitime et j'ai des réponses à apporter, mais c'est vraiment bon. Mais donc il y a ce truc-là. Donc, truc numéro 1 pour entamer une sortie de ce système capitaliste dans lequel on est, c'est favoriser au maximum les coopératives. Et même, tu vois, quand une entreprise capitaliste fait faillite, je pense que l'État devrait proposer genre des prêts à des taux super préférentiels ou des trucs comme ça pour que les travailleurs derrière récupèrent la propriété. Ça a été fait, il y a eu des cas comme ça en France, tu vois, avec, je sais plus, c'était l'entreprise qui fabrique du thé là dans le sud de la France. Il y a un documentaire et tout dessus sur la reprise en main par les travailleurs sur cette production. Mais ça, c'est super. Moi, je trouve que c'est un super modèle. Les stats indiquent que ça marche bien. Allons vers ça. Deuxième truc, il faut garantir les besoins vitaux des gens. Il faut en finir avec le truc de tu pourrais être mis sous pression d'aller trouver un emploi, même dans ces scopes-là, parce que tu n'as pas un accès fondamental au logement ou à la nourriture ou au reste des besoins vitaux. Par contre, ça, au niveau budget, bon, après, tu as déjà un peu répondu, mais alors, je sais pas ce que je propose là-dessus, c'est que on fasse un système mixte. Ça veut dire qu'on garde un marché privé du logement comme aujourd'hui, sauf qu'en fait, sur ce marché privé du logement, on interdit la location. C'est fini, on peut plus louer des logements, on peut plus se faire de l'argent sur le dos des locataires, c'est finito. De manière limitée, par exemple, ou j'en sais rien. Oui, d'accord, ok. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on dit les gens qui veulent aller sur le marché privé du logement, avoir un logement là-dedans, en fait, ils vont signer un bail acquisitif. Un bail acquisitif, c'est tu payes tous les mois, tu payes tous les mois ton logement, sauf qu'en fait, tu es en train de le racheter. Donc c'est un transfert de bail acquisitif. Tu payais ton HLM tous les mois, en fait. C'est pas un HLM, c'est pas un logement public, c'est un logement qui est privé. Sauf qu'en fait, c'est un transfert de la propriété de l'ancien proprio au nouveau. Et en fait, tu payes tous les mois, mais au lieu de payer un loyer, tu vois, aujourd'hui, tu peux payer pendant 20 ans ton loyer à ton proprio. Et à la fin, tu as 0% de la propriété du logement. Ça t'appartient pas à toi. Ce qui est quand même une immense arnaque. Ça veut dire c'est catastrophique. Attends, parce que c'est super intéressant, ça me passionne. J'avais jamais pensé à ce truc-là. Imaginons, je loge à Bordeaux chez une dame pendant 4 ans, pardon. Et puis après, je pars. Bon, bah, mon bail acquisitif, il est mort, et donc elle s'est fait les 4 ans. Elle a gagné les 4 ans. Dans le système actuel ? Non, dans le système que tu proposes. Attends, je reformule parce que des fois, je m'exprime super mal. Attends, pardon. Est-ce qu'on peut juste refaire le bail acquisitif ? Parce que j'étais en train de développer sur les garanties des besoins vitaux. Je termine juste ça, ok ? Vas-y. Pour sortir du capitalisme, parce que en vrai, le bail acquisitif, c'est une partie, mais je pense qu'en fait, il faut aussi un service public de logement garanti et accessible complètement gratuitement en parallèle de ça. Et ça, c'est un peu un truc, en vrai, ça, c'est peut-être plus important. Je sais pas pourquoi j'ai enchaîné sur le bail acquisitif, mais c'est plus fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a genre 300, presque 400 000 personnes qui sont à la rue. Et il y a très très peu de politiques publiques qui sont mises en place. C'est une catastrophe. Je pense qu'il faut réquisitionner les logements vides, mais pas juste ça. Il faut en fait, de la même façon que pour les hôpitaux, tu vois. Pour les hôpitaux, on s'est dit, c'est un besoin vital de se faire soigner quand tu te casses un bras, tu es en danger de mort, etc. Oui, on va dire que l'ambulance, elle est financée par les impôts et tu es amené aux urgences et tu es soigné à l'hôpital et c'est censé être gratuit. Financé en amont par les impôts et les cotisations, bien sûr. Comme je te dis, dans le principe, j'ai l'impression que ça ne tient pas sur le plan économique, mais si ça se trouve, si, donc pourquoi pas. Après, il y a toujours cette question de la transition, mais avant ça, je voudrais qu'on finisse avec le bail acquisitif pour que je vois si je suis d'accord. Revenons sur le bail acquisitif, Ça va être très simple. J'arrive à Bordeaux. Je prends un logement pendant 4 ans. J'ai donc pas eu le temps de l'acheter. En fait, dans mon système, du coup, tu signerais un bail acquisitif et donc tu serais en train de le racheter tous les ans. Donc, par exemple, au bout de 4 ans, tu aurais peut-être racheté, je sais pas moi, 10% du logement, tu vois. Ok, on va dire. Donc, j'ai racheté 10% du logement, je me tire. Je possède donc 10% du logement, c'est ça ? Ouais. Ou j'ai perdu l'argent ? Alors, tu possèdes 10% du logement et là, ce que tu peux faire avec tes parts de ce logement-là, en fait, c'est assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui pour les entreprises, en vrai. Donc si tu possèdes 40%, tu peux les revendre à des... En fait, la prochaine personne qui va loger dans ce logement-là va, elle, racheter au précédent propriétaire et donc va en fait te racheter à toi les parts que tu as acquises. Donc là, un capitaliste, un traditionnaliste capitaliste, j'ai envie de dire, un multipropriétaire, enfin, je deviens riche comment ? Alors, il devient riche comment dans ton système ? Comment ? Puisqu'il peut pas devenir riche avec ses logements. Moi, dans le système que je propose, tu peux devenir riche. C'est pas du tout impossible de devenir riche. C'est quoi les métiers qui rendent riche alors ? Puisque maintenant, propriétaire, ça suffit plus. Alors c'est une bonne question. Ça suffit plus. Alors on fait quoi ? C'est une très bonne question.
moi, alors, donc, imagine ce monde, d'accord? T'as littéralement, tu peux vivre avec les services publics gratuits. Donc déjà, les employeurs, les entreprises privées et tout, vont devoir proposer un truc vachement attractif quand même pour que les gens ils viennent travailler. Il va falloir augmenter les salaires, il va falloir inciter les gens. Et par contre, dans tous ces services publics gratuits, donc tu as des cantines publiques gratuites, tu as les transports en commun gratuits, tu as les hôpitaux, enfin tous les trucs aujourd'hui, bien sûr, l'éducation, tous les trucs sont là, mais il y en a encore en plus. Le truc, c'est qu'en fait, il va falloir que l'État quand même incite vachement les gens à devenir fonctionnaires et à aller travailler dans ces services publics-là. Okay. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'État va devoir augmenter les salaires énormément. Et en fait, les boulots de service public que peu de gens veulent faire, qui aujourd'hui, en fait, on force les gens à les faire parce que sinon, ils vont mourir ou ils sont à la rue ou je sais pas quoi, il va falloir mettre des salaires méga élevés pour ça. Donc, en fait, si ça se trouve, pour devenir riche, tu vas devoir, genre, aller être prof dans un département où personne n'a envie d'être prof pendant 5 ans, et là tu vas te faire une grosse somme d'argent. Oui, ou sinon j'écris un livre à succès, et si je suis incapable d'écrire un livre à succès, que j'ai écrit 7 livres à pas succès, de toute façon j'en suis pas mort. Et oui, puis, ça t'as raison aussi, comme dans le système actuel, si tu fais... Tu deviens prof bien payé, oui. Ok. Oui, si tu fais une œuvre, si tu fais un truc qui devient populaire et tout, c'est toujours un marché, donc les gens achètent, vendent, et tu peux devenir riche, entre guillemets. Après, il y a aussi un impôt progressif sur le patrimoine, pour assurer que les gens n'accumulent pas des sommes... Les gens qui sont... Moi, je suis complètement... Franchement, moi, ça j'adore. J'adorerais même bosser avec toi sur le truc, franchement. Bah écoute, on peut en reparler. Hein. Nous, on a un site qui s'appelle bienfaitpourtous.fr. On a détaillé vraiment comment fonctionnerait ce système économique. On va reparler. Après, on est ouvert à des suggestions et à des améliorations, mais ouais. Je sais pas si tu connais, mais il y avait Autodisciple qui officiait il y a plusieurs années sur Internet. Je me suis lancé parce que je l'avais vu, j'avais trouvé ça génial ce qu'il faisait, et j'avais envie de me lancer sur YouTube. Ouais, je les connais, je suis pas d'accord entièrement, mais... Oui, bon, moi j'adore, hein, franchement. Mais donc il avait ces questions de revenus universels et de ce genre de trucs. Bon, bref. Alors. Mais dis-toi que dans le système que je propose, je sais pas, imagine. Moi, le système que je propose, il est hyper pro-entrepreneuriat. Oui. Mais ça veut dire que moi, ce qui me frustre, c'est que le capitalisme est anti-entrepreneuriat comme système. C'est-à-dire, tu veux entreprendre un truc, tu peux pas parce que tu dois aller prendre un job parce que les besoins vitaux sont pas garantis. Dans mon système, tu peux bosser pendant 5 ans sur ton projet d'entreprise avec tes amis, avec tes associés et tout. Et vous pouvez tous jouir des services publics, la cantine gratuite, les logements gratuits, et faire votre projet en fait. C'est hyper pro-entrepreneur. C'était la nature de la question que j'allais te poser, mais bon, t'es rapide en cerveau. Mais franchement, il y a plein de mecs, quelle que soit leur étiquette politique, là pour le coup, qui seraient susceptibles de dire non mais attendez, si on fait ça, plus personne va rien foutre. Moi, je ne crois pas. Faudrait vérifier, mais j'ai pas l'impression. Je pense que les gens vont faire quelque chose, s'occuper de leur grand-mère, par exemple, notamment, qui est jugée comme un travail pour certains. Ça évitera de remplir les EHPAD et de pas savoir comment les financer, etc., etc. Donc ça, moi, je suis d'accord avec toi. Mais alors, tu veux entendre ma réponse sur le truc de personne va travailler ou pas? Non, mais je suis d'accord. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il y a des gens. Enfin, je pense que les gens vont travailler. Le truc, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est que les gens vont travailler sur les trucs qu'ils veulent faire, tu vois. Moi, je suis personne. La plupart des humains ne restent pas oisifs sur le long terme. Ils entreprennent, ils font des projets, ils ont des aspirations, ils ont des rêves, ils ont des trucs qui les motivent dans la vie. Par contre, c'est sûr que il y a plus de gens qui vont vouloir devenir musiciennes, devenir artistes et tout, que d'aller travailler dans l'agriculture pour les cantines publiques gratuites, évidemment. Et c'est pour ça qu'en fait, il va falloir inciter en faisant une politique publique d'ajustement des salaires dans la fonction publique, il va falloir vachement inciter les gens et pour pouvoir rediriger dans les domaines qui sont nécessaires au bon fonctionnement économique d'un pays moderne, industrialisé, bien sûr, tu vois. Bon, alors, donc les gens vont pas rien foutre, par contre, il faut inciter les gens à faire les bons trucs. Donc toi, tu penses que c'est vraiment possible sur le plan économique et que c'est tenable. Moi, ça me paraît faisable, mais en même temps délirant. Donc ça, tu me le confirmes. Et ensuite, qui propose ça politiquement aujourd'hui? Bah nous. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu que tu te disais royaliste. Ouais, parfois. Par métaphysique même. C'est presque plus politique, c'est de la métaphysique. Ouais. C'est une foi, c'est comme si je me disais chrétien en fait à ce niveau-là, tu vois. Ah non, pardon, j'ai pas compris. Tu peux m'expliquer? Si tu veux, je l'explique. Mais attends, je finis dans ce cas-là. Bon, en tout cas, oui, la SCOP fera partie des choses. Ça fait partie depuis des années, mais là, c'est vrai que j'ai pas pris le temps. Déjà, je pense que j'aimerais, si je dois créer une boîte, créer une SCOP plutôt qu'autre chose, si c'est possible, c'est compatible avec l'activité que je veux faire. Et puis voilà, bon, de toute façon, je vais me renseigner dessus. Et c'est vrai que la promotion de la SCOP, si ça fonctionne,
Et si en plus tu me dis qu'il y a stylé. il y a des choses à faire et que ça va dans un sens d'équilibrage global, parfait. Hein. Franchement, et en plus, même si tu veux juste que ta boîte ait plus de chances de fonctionner, techniquement, les études montrent que les scopes ont un taux de... Après, je vais me documenter sur ça pour voir si les chiffres sont vrais et tout, mais bien sûr. A priori, il n'y a pas de... En tout cas, si tu veux commencer les recherches, moi j'ai fait une vidéo, je pense, il y a 2 ans sur les scopes. Donc n'hésite pas, je mets le lien dans le chat. Hein. Pour toutes les personnes qui veulent une vidéo qui parle vraiment, qui rentre dans les détails de genre pourquoi en fait vous avez une meilleure vie au travail si vous bossez dans une scope. J'ai toutes les sources et tout, n'hésitez pas, le lien est dans le chat sur ça. Mais ouais, du coup, attends, ça m'intéresse de parler de ça parce que c'est vrai que je t'ai entendu dire ça plusieurs fois. C'est quoi le délire de royalisme les gens, et tout? Vous n'avez pas un show de clash, hein. C'est comme ça. On est dans l'échange, j'en étais sûr que ça allait finir comme ça. J'ai prévenu sur Patreon, je leur ai dit attention, il y a un risque pour que en fait on fasse que de parler. Hein. Bah écoute, si t'es d'accord, enfin c'est plutôt d'accord avec moi sur l'immigration et sur l'économie et ces trucs-là. Après, moi je reste, attention, je garde mon... Je te préviens tout de suite que tu ne sois pas déçu à l'avenir hein, et que les gens ne se fassent pas de faux espoirs non plus. Je garde une oreille très attentive aux gens qui disent que l'immigration est responsable de quelque chose. Pour l'instant, sur le plan statistique, je n'en ai pas les preuves, donc c'est pas suffisant. C'est pas sûr que je vote extrême droite cette fois-ci. Mais par contre, je reste très attentif parce qu'il y a peut-être des choses qui me sont passées à côté. Hein. Attention, je suis pas... Je te préviens. Ouais, donc en gros, tu dis... l'extrême droite n'a aucun argument valide pour l'instant à mes yeux, mais peut-être un jour ils en trouveront un quoi. En fait, si on me fait la démonstration demain définitive en privé ou en public que en effet ça a un impact négatif et qu'en cherchant et en double testant c'est vrai, je dirais bon bah écoutez il faut absolument régler le problème et j'en parlerai sur internet. Est-ce que tu t'as donc du coup pareil sur genre par exemple voter NUPES, voter Mélenchon et tout. Oui. Le jour où tu trouveras un argument valide pour dire c'est pas légitime de voter NUPES, là tu seras en désaccord avec voter NUPES quoi. Pardon, tu peux me refaire la fin, j'ai pas compris. Le jour où tu trouveras un argument valide contre l'idée de voter pour ça, là tu redeviendras contre ça. Bah non. Alors attends. Parce que moi je vote pas FN contre les gauchistes. D'accord? Moi je vote FN parce que... Toi tu votes FN? Non, je vote FN, ouais. Depuis des années, ouais. Parce que c'était souverainiste ou qu'il y avait des raisons. Il y a eu de multiples raisons pour lesquelles j'ai voté FN. Et donc du coup, tu penses que tu vas aller voter aux européennes là? Ouais, mais pas forcément FN. Mais quels seraient les arguments pour voter FN? Ah bah là, j'en ai pas. Cette fois-ci, je ne trouve pas d'argument positif qui me ferait voter FN ou Zemmour ou autre chose, ou d'extrême droite ou de droite, pour le moment. D'accord. À ce jour, je ne trouve pas. Donc a priori, tu vas voter pour qui? Tu penses? Eh ben, j'en sais rien, justement. C'est pour ça que c'est... Après, et c'est là où je veux en venir, je vais regarder, je vais étudier l'option LFI. Mais enfin, s'il y a une espèce de douille chelou, un truc qui ne me convient pas du tout et qui ne va pas dans mes intérêts, peut-être que pour la première fois, je m'abstiendrai. Attention, je suis pas convaincu de voter de NUPES, mais si tu me dis qu'il y a visiblement des choses qui sont compatibles, et c'est ce que je vois depuis 4 jours que je t'écoute, eh ben, je vais me pencher sur le fait de voir si voter NUPES va dans mon sens. C'est ça où j'en suis là. Ok. T'es pour un retour à la monarchie absolue et au féodalisme? Moi, bah, c'est compliqué, sincèrement. Je sais pas comment formuler exactement ma phrase. Ça ne me dérangerait pas, voire je serais susceptible de le souhaiter. Pardon? Mais sous condition. En fait, tout le monde est militant. Quand tu défends les opinions que tu as, quand tu défends les idées que tu as, t'es en train techniquement de les répandre. Ça, c'est un truc fondamental. Il y a beaucoup de gens qui se pensent non militants, mais en fait, que tu le veuilles ou non, oui, tout le monde est militant pour ce qu'ils défendent. C'est une forme de militantisme. Donc, dans ce cas-là, tous les musulmans sont militants pour l'islam. Tous. Tous ceux qui ont une petite croix et qui disent en public qu'ils sont musulmans. Dans ce cas-là, la baya, c'est bien un signe de militantisme. C'est bien une tentative de l'islam. Dans le sens de répandre les idées de cette religion, probablement. Après, c'est pas... Enfin bref, il y a plein de degrés de militantisme, mais... Tu devrais te sentir attaqué par la baya et une tentative, du coup, d'un régime... Ah non, parce que moi, je suis pour la laïcité, je suis pour la liberté individuelle de porter
les vêtements qu'on veut. Donc bien sûr que non, il n'y a pas de problème à ce que les gens mettent des abayas. Les discussions qu'ils veulent. Bref, on va pas. Non mais vas-y, viens, on relance pas un truc. Viens, on refait. Si tu veux discuter de l'abaya, si tu veux, sur un point précis. Faut vraiment, je suis désolé, faut vraiment qu'on mette fin à la discussion. Mais c'était intéressant, c'était intéressant. Bon, vous pouvez me traiter de gauchiste fragile, je sais pas quoi là. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Mais pour le coup, après avoir vu ce débat, je suis vraiment comme Teddy. Je ne sais plus trop quoi penser. Et franchement, même si ça peut paraître paradoxal, j'adore ça. Alors peut-être que dans les commentaires, certains vont trouver des objections qui vont me faire aller dans un sens plutôt que dans un autre, j'en sais rien, mais pour le moment là, bah tu vois Teddy, et ben c'est moi, tout pareil. Vraiment je suis comme lui sur le thème de l'immigration. Cela étant dit, sur le coût de l'immigration, je veux bien admettre qu'au pire c'est neutre et au mieux c'est positif, mais je me demande si ces chiffres qu'il cite prennent en compte les financements des ONG pro-immigration, qui nous coûtent littéralement une fortune chaque année, et qui font même rentrer une minorité de terroristes. Le deuxième point, c'est el famoso dumping social. L'immigration dans un pays ne peut se faire que s'il y a une demande de main d'œuvre, sinon elle se fait au détriment des Français qui eux seront mis de côté, soit forcés de travailler pour moins. D'ailleurs, il me semble que c'est pour ça, entre autres, que de grosses entreprises, genre des multinationales, axent leur communication sur viendez tous et venez tous comme vous êtes. Dans ce cas précis, ce n'est rien d'autre que de l'esclavagisme. Et concernant les frontières ouvertes, allez, pourquoi pas, mais en imaginant que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Ok, mais les frontières, ça sert aussi à lutter contre le trafic de drogue, les réseaux de prostitution, l'exil fiscal, qui sont des problèmes majeurs dans notre pays. Et mon dernier point, c'est le communautarisme. L'exemple, à mon sens, le plus flagrant reste pour moi le Royaume-Uni. Je vous fais pas de dessin, et les images se suffisent à elles-mêmes. Je doute fortement que Bad Mulch souhaite vivre dans ce genre de quartier où, de manière implicite entre les citoyens et parfois même légale, c'est la loi islamique qui règne. Peut-être que lui, ça ne le dérange pas, mais là, ce genre de scène, c'est juste au-dessus de chez nous. Bref, je ne dis pas que mes objections viennent mettre en PLS les arguments de Bad Mulch, et ce sont aussi des questions à creuser, qui, il me semble, ne peuvent pas être rejetées d'un revers de la main à base de « Ah, tu dis ça parce que t'es ramiste ». Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...